Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire dédié à la gestion de l'information en soutien de la redevabilité envers les populations affectées ou Accountability to Affected Population, soit AAP de son acronyme en anglais, qui est fondamentalement notre première responsabilité en tant qu'humanitaire. Ce webinaire comprend 5 parties, parmi lesquelles nous couvrirons les fondamentaux de la redevabilité envers les populations affectées par une ou des crises et le rôle crucial de la gestion de l'information dans ce processus de redevabilité. La deuxième partie vous proposera une vue d'ensemble approfondie de l'AAP à travers le cycle de programme humanitaire, également connu sous le nom de Humanitarian Program Cycle, HPC en anglais. La troisième partie sera quant à elle centrée sur la responsabilité relative à ces données, et la quatrième sera consacrée à un retour de terrain basé sur des exemples. Pour finir, la dernière partie sera consacrée à vos questions et retours d'expérience. Si vous regardez l'enregistrement de ce webinaire, n'hésitez pas à commenter vos questions dans l'espace dédié ou à envoyer un email aux adresses qui seront indiquées à la fin de la présentation. Pour rappel, ce webinaire est ouvert au personnel OCHA ainsi qu'aux partenaires internes et externes. Il est prévu qu'il ait une durée d'1 heure. Ce webinaire sera facilité par notre collègue, Monsieur Pedro Fiere, qui occupe la fonction de conseiller responsable de la gestion de l'information et des connaissances pour l'équipe au sein de la Task Force ou groupe de travail sur la redevabilité envers les populations affectées du Comité permanent interagence ou Interagency Standing Committee Accountability to Affected People Task Force. N'hésitez pas à contacter l'équipe Helpdesk du YASC si vous avez des questions relatives à la redevabilité envers les populations affectées. Et sans plus attendre, nous allons maintenant commencer par la présentation de notre collègue Pedro, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Manon, et un grand merci à tous les collègues en ligne qui ont réussi à se joindre à nous malgré leur temps sur leur employé du temps chargé. Tout d'abord, s'il vous plaît, pardonnez mon mauvais français. Comme je l'ai dit, je suis conseillère en gestion de l'information et des connaissances auprès des task force du comité permanent interagence sur les redevabilités envers les populations affectées. Dans l'heure qui suit, je vais vous parler de l'AAP et de la manière dont nous, les officiers de gestion d'information, pouvons contribuer à son succès. L'objectif principal est de développer un langage commun et une compréhension commune de la gestion d'information pour soutenir cette redevabilité et de fournir des exemples des produits de gestion d'information spécifiques qui peuvent être utilisés pour renforcer la redevabilité envers la personne affectée. Il n'y aura pas assez de temps pour approfondir les aspects techniques des différents produits, mais vous aurez accès à de nombreuses ressources utilisées et vous saurez à qui vous adresser pour obtenir de l'aide. On a déjà vu l'agenda, donc attendre, plongeons-nous dans la définition globale de ce qu'est la redevabilité envers des personnes affectées. J'aimerais commencer par partager une citation extraite de la déclaration des directeurs du IASC sur l'AAP. Les directeurs du IASC regrouperont toutes les agences des Nations Unies et les ONG qui travaillent dans le domaine de l'action humanitaire et reconnaissant explicitement le rôle central de l'AAP. Reprenons donc l'AAP et l'engagement actif des acteurs humanitaires à utiliser leur pouvoir de manière responsable afin de répondre aux besoins des personnes affectées par la crise, de leur rendre des comptes et d'être tenus de rendre des comptes. Les trois piliers de l'AAP, comme illustré ici. Par demander des comptes aux travailleurs humanitaires, nous comprenons la protection des personnes affectées contre toutes les formes d'exploitation et d'abus, y compris l'exploitation sexuelle, le travail forcé, la traite des êtres humains, la fraude, la corruption,
les dommages environnementaux et toute autre forme d'abus de pouvoir. Par rendre compte, nous entendons la transmission active d'informations sur la réponse humanitaire, ses programmes et ses acteurs, les principes humanitaires et les codes de conduite, les mécanismes permettant aux communautés de participer, de fournir un retour d'informations et de se plaindre ainsi que le financement humanitaire et les critères cibles des différents programmes, entre autres. Par prise en compte, nous désignons le fait que les populations affectées, dans toute leur diversité, sont reconnues et intégrées en tant que participants égaux dans les processus de prise de décision tout au long du cycle du programme humanitaire. Parallèlement, toute personne doit être en mesure de formuler des commentaires ou des plaintes concernant les performances de la réponse humanitaire et de ses acteurs. Ces commentaires sont pris en compte et la réponse est ajustée en conséquence. Il convient de toujours garder à l'esprit que les populations affectées ne constituent pas un groupe homogène et par conséquent pouvant parfois représenter des groupes différents et souvent marginalisés de la société, tels que des groupes d'âge et de sexe différents, des minorités ethniques, des personnes handicapées, etc. C'est pourquoi l'engagement communautaire, l'inclusion et la localisation géographique sont des éléments transversaux de l'effort global de redevabilité. Cela signifie que l'AAP n'est pas un domaine thématique confié à quelques spécialistes. Il s'agit plutôt d'une philosophie de travail que chaque humanitaire devrait s'efforcer de mettre en œuvre dans tous ses domaines d'activité, qu'il s'agisse de la santé, de la protection de l'enfance, des abris ou de tout autre domaine. OCHA, en tant qu'agence de coordination pour mandat, a un double rôle dans l'AAP. Il doit assurer la responsabilité de son propre personnel et de ses activités, mais aussi soutenir les coordinateurs humanitaires en assurant la responsabilité collective de l'ensemble du système humanitaire. Pour ce faire, OCHA s'appuie sur 4 vecteurs d'action: la coordination, le plaidoyer, le financement et la gestion d'informations. Dans la coordination, OCHA soutient les coordinateurs humanitaires, les équipes humanitaires dans les pays, les groupes de coordination intercluster et les autres groupes de coordination concernés afin de garantir que l'action humanitaire internationale soit axée sur les personnes affectées, dirigée par les communautés et mise en œuvre de manière responsable. Ce qui implique que la mise en place des groupes de travail interagences AAP et des services connexes si nécessaire, ainsi que l'intégration de ces dernières dans le plan de réponse. Plaidoyer, OCHA plaide en faveur d'une réponse efficace et axée sur l'impact qui place les personnes et leurs besoins au centre de la réponse. Il s'agit notamment de veiller à ce que les politiques et les activités des plaidoyers reposant sur une base solide des éléments probants relatifs à l'expression par les populations elles-mêmes de leurs besoins prioritaires et de leurs préférences. Par le biais, par exemple, des consultations communautaires, des campagnes d'information publique conjointes et des mécanismes interinstitutionnels de plaintes et de retours d'informations. Financement humanitaire. OCHA soutient l'intégration de l'AAP dans les fonds communs gérés par OCHA en veillant à ce que les projets incluant la transmission d'informations, le retour d'informations, les plaintes et les approches participatives dans la planification, la mise en œuvre et le suivi monitoring. En outre,
OCHA encourage la création de l'enveloppe spécifique à l'AAP pour financer des initiatives collectives dans ces domaines. Gestion de l'information, la raison de notre présence ici aujourd'hui. OCHA soutient l'inclusion du retour d'informations et des perceptions des personnes de tous sexes, âgés, handicaps et autres diversités dans l'analyse, la planification et le suivi afin de s'assurer que les populations affectées aient leur mot à dire dans la manière dont l'aide humanitaire leur est fournie. Un autre aspect important est le rôle essentiel que jouait OCHA en contribuant à l'efficacité des groupes de travail interagences sur la gestion d'informations et en soutenant les groupes de travail sur l'AAP. Voyons maintenant comment cela se traduit dans la pratique. Pour commencer, nous aimerons profiter de votre expérience. Merci de répondre rapidement à la question affichée et nous dire quels outils de gestion d'information connaissez-vous ou avez-vous utilisés pour soutenir les efforts de l'AAP? Vous pouvez répondre rapidement dans le chat ou dans la section questions et répondre dans la réunion. Merci Pedro. Alors, nous avons la cartographie des mécanismes de plainte, les 5 W, l'AKA, les sondages organisationnels, ainsi que les fichiers Excel ad hoc et les community feedback mechanisms, donc les mécanismes de retour d'informations communautaires. Kobo pour la collecte et les multiples enquêtes. Précise les enquêtes PDM, Post-Distribution Monitoring. Comcare pour les collectes de retour d'informations. La ligne verte pour les réceptions des plaintes et de retour d'informations. Box et 5W. Deux derniers commentaires actuellement, donc la boîte à plaintes et également la cartographie des lignes vertes. Merci beaucoup pour ces précieuses contributions. Je redonne la parole à Pedro. Merci beaucoup. Ça, c'est très, très bon. Merci beaucoup. Parfait. Donc, pour atteindre son objectif, les mécanismes de redevabilité collective envers les populations affectées génèrent beaucoup de données provenant de diverses sources, à savoir les informations collectées auprès des communautés, telles que l'évaluation des besoins et les préférences, les retours d'informations et les plaintes, les informations fournies directement aux communautés, tels que les critères de sélection, les plans de programme ou les messages de santé publique, par exemple. Les informations relatives aux acteurs et aux activités AAP, telles que la cartographie de la présence et les bases de données de contact. Et aussi les informations relatives au contexte de l'AAP, telles que les paysages médiatiques, les rumeurs et les fausses informations circulant au sein de la communauté. Toutes ces informations doivent être gérées efficacement afin d'être protégées et utilisées correctement. Mais comment y parvenir? Pour nous aider à structurer notre réflexion, j'ai décidé de suivre le cycle du programme humanitaire et d'examiner quel type de soutien, des produits et d'outils de gestion d'information pourraient être nécessaires à chacune de ces phases. Avant de se pencher plus en détail sur les produits, il convient de préciser que tous les responsables de la gestion d'information ne sont pas censés être en mesure de fournir tout ce qui va être discuté. Les responsables de la gestion d'information sont plutôt censés être en mesure de conseiller sur les produits et les outils qui pouvaient être utilisés et de se mettre en contact avec l'entité, spécialiste, organisation ou entreprise privée qui est en mesure de fournir ces produits et outils. Ceci entendu, la phase de préparation vise à déterminer le contexte dans lequel nous pourrons être amenés à opérer, les canaux de communication disponibles et préférables, ainsi qu'à établir les bases de la réponse à l'urgence.
Pour ce faire, nous devons procéder à des cartographies du paysage médiatique et des analyses en matière de communication, des cartes de langue, une base de référence des préférences de la communauté en matière de communication, cartographie des ONG locales, des OCS et des autres organisations de base, cartographie des systèmes existants de fourniture d'informations humanitaires, cartographie des mécanismes de retour d'informations et établissement d'accords à long terme des réserves avec des fournisseurs à activer en cas d'urgence. Examinons quelqu'un de ces éléments plus en détail. Ici, vous pouvez voir deux exemples de cartographie du paysage médiatique. Un pour la Biélorussie et un pour le Burkina Faso. Ce type de produit fournit à l'ensemble de la communauté humanitaire des informations sur les préférences et les canaux les plus utilisés dans un contexte spécifique, qui peuvent ensuite être exploités pour garantir un engagement communautaire plus efficace et plus efficient dans les différents domaines du programme. Un autre produit très utile qui peut être réalisé pendant la phase de préparation est la cartographie de tous les mécanismes de retour d'informations actifs dans un contexte donné, qu'ils soient au niveau du projet, de l'agence ou déjà au niveau collectif. Cela servira de base à des approches plus collectives, notamment pour gérer le retour d'informations des communautés et fournir des renseignements sur le retour d'informations au cluster et des équipes humanitaires des pays, afin d'orienter la conception des programmes et la planification des réponses futures. Passons à la phase d'évaluation et d'analyse des besoins. Au cours de cette phase, les équipes AAP requerront un soutien en matière de gestion de l'information dans les domaines suivants. La cartographie de la couverture des radios locales, la cartographie de la couverture des réseaux de téléphonie cellulaire, la cartographie de la couverture des réseaux électriques, les évaluations des besoins, qu'il s'agisse des évaluations rapides ou multisectorielles, et les évaluations de l'impact de la protection des données et les gestions des risques. Tous ces éléments contribueront à déterminer quels sont les meilleurs canaux de communication avec les communautés et quels sont les besoins et les priorités exprimées par les différents groupes vulnérables. Passons en revue quelques de ces éléments plus en détail. Commençons par les évaluations des besoins elles-mêmes. Nous les utiliserons pour démontrer que l'obligation de redevabilité doit être considérée comme un exercice multidimensionnel. L'approche de base, première dimension, consiste à inclure les questions dites AAP dans le questionnaire d'évaluation. Le IASC est riche, développant un menu de questions à cet effet, comme vous pouvez le voir à droite. La deuxième dimension consiste à inclure les populations affectées dans la conception de l'enquête, en vérifiant si les questions sont compréhensibles et acceptables et si quelque chose d'important n'aurait pas été oublié. La troisième dimension consiste à s'assurer que le questionnaire est ensuite soumis à un échantillonnage représentatif. Il ne suffit pas d'avoir les bonnes questions. Il faut les poser aux bonnes personnes, et qui inclut la représentativité des groupes vulnérables, les enfants, les femmes, personnes âgées, personnes handicapées, minorités ethniques, etc. Une autre dimension consiste à s'assurer que le groupe de personnes en charge de la collecte des données est suffisamment diversifié en termes de langue, d'âge, de sexe, d'ethnicité, etc. et adapté au contexte
pour que les informations puissent être recueillies sans encombre. Nous savons que dans certains contextes, les femmes ne sont autorisées à parler qu'à d'autres femmes ou qu'une personne appartenant à un clan spécifique refusera de parler à une personne appartenant à un clan rival, par exemple. La cinquième dimension consiste à s'assurer que les personnes qui collectent les données sont formées pour traiter les informations sensibles non sollicitées, notamment les allégations d'exploitation et d'abus. Une autre dimension consiste à garantir que les résultats de l'enquête sont présentés de manière suffisamment désagrégée pour favoriser l'identification d'informations sur les groupes vulnérables. La septième et dernière dimension, je m'excuse si cela vous évoque l'univers de Star Wars, consiste à retourner auprès des communautés et à valider les résultats avant de les utiliser dans le cadre de la planification et de la réponse humanitaire. Une autre catégorie de produits très importants dans la phase d'évaluation et d'analyse est la cartographie de la couverture. Lorsqu'une crise frappe, qu'il s'agisse d'un cyclone ou d'un conflit, les infrastructures critiques essentielles sont généralement touchées. Il est donc important de cartographier le réseau d'électricité, des radios et des téléphonies mobiles afin de mettre à jour les cartographies du paysage médiatique qui ont été réalisées pendant la phase de préparation, pour faire en sorte d'informer la communauté humanitaire des meilleurs canaux à utiliser pour communiquer avec les populations affectées. Vous pouvez voir quelques exemples à l'écran. Le toolkit du GSMA, toolkit d'évaluation de la connectivité, des besoins et de l'utilisation dans les domaines humanitaires. Aussi, un exemple de couverture des réseaux téléphoniques cellulaires en Ouganda, une capture d'écran de notre page HDX sur laquelle les cartes du réseau de distribution électrique des Meta sont disponibles et un exemple de cartographie des infrastructures critiques en Ukraine disponible en ligne sur Open Infrastructure Map. En passant à la phase de planification stratégique du HPC, les équipes AAP ont besoin d'un soutien en matière de gestion d'informations par rapport à l'inclusion de l'AAP dans le plan de réponse humanitaire, la conception d'indicateurs de suivi, la mise en œuvre des protocoles de partage d'informations et d'accords de partage de données, et la rédaction des procédures opérationnelles standards SOPs en matière de gestion des données. La conception d'indicateurs pour faciliter le suivi de notre propre performance en matière de redevabilité et de responsabilité collective est généralement un domaine pouvant être renforcé dans toutes les réponses humanitaires. Vous pouvez voir ici un bon exemple provenant de la République centrafricaine illustrant le suivi des performances et des progrès de nos collègues. Les procédures opérationnelles standards permettant une approche collective et cohérente dans la gestion des données. Ces documents doivent inclure des outils, des étapes, des rôles et des responsabilités afin de garantir une gestion responsable des données à chaque étape de l'activité. Elles doivent être élaborées conjointement avec les partenaires afin de garantir la faisabilité et veiller à ce que le staff soit familier avec les SOP à tout moment. Les protocoles de partage de l'information sont des documents établis au niveau national et comprenant un tableau de classification qui indique le niveau de sensibilité des types de données et d'informations
qui sont partagées dans le cadre d'une réponse. Et, en fonction de ce niveau, détermine également par quels canaux elles seront partagées et avec qui. Cela peut contribuer à rationaliser le partage des données entre les acteurs humanitaires tout en limitant la diffusion des données les plus sensibles. L'IASC a développé des modèles pour faciliter l'opérationnalisation de ces documents, comme le montre la capture d'écran. Vous pouvez également voir des exemples d'application de ces modèles, un SOP pour la hotline humanitaire dans le nord-ouest de la Syrie et le protocole de partage d'informations de l'Afghanistan. En ce qui concerne la phase de mobilisation des ressources, l'accent n'est pas tant mis sur les produits et les outils que sur la garantie de la disponibilité des ressources humaines et des technologies adéquates pour soutenir une programmation de qualité. Les AMO spécialisés, reconnaissant que les AMO ont des forces diverses, certains pouvant être très compétents avec ArcGIS, mais pas avec Power BI. D'autres pouvant être experts avec Power BI, mais pas avec les bases de données SQL, et ainsi de suite. Pour soutenir l'AAP, nous avons besoin d'AMO familiers avec les provisions d'informations et les outils de collecte de données, ainsi qu'avec les mécanismes de retour d'informations et le tableau de bord de la communauté. Acquisition des solutions numériques, faciliter la sélection et l'acquisition des technologies et outils numériques nécessaires à la mise en œuvre des systèmes collectifs API et le contrat des sous-traitance conformés. Veiller à ce que tout fournisseur et toute technologie respectant les normes les plus strictes en matière de protection des données et de sécurité d'information. Pour ce faire, nous disposons des modèles standards destinés aux responsables de gestion de l'information pour les groupes de travail AAP, les cartographies des technologies et les listes de contrôle de la conformité des fournisseurs, comme ci-dessous. La phase de mise en œuvre et de suivi est celle qui nécessite le plus de soutien en matière de gestion d'information, notamment en ce qui concerne les matrices 5W et les tableaux de bord d'activité, les bibliothèques de messages communs, système de fourniture d'informations, surveillance des médias, des sociaux et réseaux sociaux, suivi des rumeurs, des fausses informations, désinformations et discours haineux, des mécanismes communautaires de retour d'informations et les tableaux de bord de voix de la communauté. Voyons quelques exemples. En ce qui concerne le 5W, voici les exemples du Sud-Soudan et du Niger. Au Sud-Soudan, nos collègues ont développé un 5W dédié au groupe de travail, communication et engagement communautaire, ainsi que son tableau de bord Power BI associé. Au Niger, nos collègues ont incorporé des questions relatives au AIP dans le 5W des différents clusters, capturant ainsi la façon dont la redevabilité est intégrée dans la réponse. Idéalement, les deux approches devraient être mises en place dans chaque contexte. Pour illustrer la variété des informations relatives à la redevabilité envers les populations affectées, pouvant être visualisées à l'aide des tableaux de bord. Voici quelques exemples supplémentaires issus respectivement d'Éthiopie, du Pakistan et du Sri Lanka.
Vous avez peut-être remarqué que les mécanismes communautaires de retour d'informations, également connus sous le nom de mécanismes de dolence, de plainte ou de recours, sont intervenus au cours des différentes phases de l'HPC. Cela se produit également avec des autres outils, mais les mécanismes communautaires de retour d'informations sont les plus complexes. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de couvrir tous les aspects de la question aujourd'hui, mais nous prévoyons d'approfondir la question des mécanismes communautaires de retour d'informations au cours de l'année prochaine. Ici, vous pouvez visualiser quelques exemples d'analyse et visualisation du retour d'informations des communautés. Les deux premières, du Nigeria et du Yémen, sont des agrégations de tendances de retour d'informations provenant de plusieurs mécanismes de retour d'informations au niveau des agences opérant dans leur contexte respectif. La troisième, en provenance de l'Afghanistan, est un tableau de bord en temps réel du CFM collectif AWAS. Les tableaux de bord des voix des communautés, comme leur nom l'indique, visant à faire connaître les points de vue des communautés. Attention, leurs données provenaient généralement d'enquêtes de perception et non d'un retour d'information volontaire de la part de la communauté. Vous pouvez voir à l'écran un exemple provenant également de l'Afghanistan. En ce qui concerne la dernière phase du HPC, l'examen et l'évaluation des opérations, il existe deux outils de gestion de l'information qui peuvent soutenir la redevabilité. Les enquêtes de perception et les baromètres de suivi des résultats du IASC. Les enquêtes de perception sont généralement menées par des organisations indépendantes telles que Ground Truth Solutions, par exemple, comme c'est le cas pour cet exemple du Burkina Faso. Dans les enquêtes de perception, des échantillons de la population sont interrogés de manière générale sur la satisfaction à l'égard de l'aide qu'ils ont reçue. Les groupes de travail du IASC sur la redevabilité envers les populations affectées est en train de développer un autre outil pour soutenir l'évaluation de la performance collective de la redevabilité, à savoir les baromètres de suivi des résultats du IASC, in English IASC Results Tracker. Il s'agit d'un cadre d'évaluation composé de 47 indicateurs répartis entre les 9 normes humanitaires fondamentales issuées de l'Alliance CHS. Les indicateurs comprennent des mesures au niveau systématique ainsi que des perceptions au niveau communautaire. Nous ne pourrons pas parler de la gestion d'information et de l'AP sans parler de la responsabilité des données. Lorsque nous parlons de responsabilité des données, nous parlons d'une gestion sûre, éthique et efficace des données, des informations et des connaissances. Les personnes ont des droits en ce qui concerne les données. La défense et la protection de ces droits sont essentiels à l'AP en tant qu'approche fondée sur les droits. Droit à la vie privée, à la protection des données, droit à la suppression des données personnelles, etc. La gestion responsable des données est essentielle pour garantir que les activités AAP ne portent pas préjudice aux personnes affectées et contribuer à la réalisation des engagements liés à l'AAP. Attention, il convient de rappeler qu'il ne s'agit pas d'un exercice théorique. Ne pas
protéger les données des personnes peut entraîner des préjudices et constitue une violation des droits des personnes. Le travail autour de la responsabilité des données est basé sur deux ressorts principaux. Les guides opérationnels du IASC sur la responsabilité des données et les lignes directrices sur la responsabilité des données spécifiques OCHA. Ces deux documents décrivent les principes, les actions spécifiques et les outils pour la mise en œuvre de la responsabilité en matière de données dans le cadre de l'action humanitaire. Ils s'adressent à l'ensemble du personnel et pas seulement aux AMO, car chacun a un rôle important à jouer. En outre, nous avons également élaboré en collaboration avec l'équipe chargée de la responsabilité des données du Centre pour les données humanitaires, une note d'orientation spécifique sur la responsabilité des données et leur redevabilité envers les populations affectées, qui détaille les actions et les outils permettant de garantir la redevabilité des données dans le cadre des activités de gestion des données liées à cette même redevabilité. Le guide opérationnel du IASC et les lignes directrices d'OCHA décrivent 8 actions visant à améliorer la responsabilité en matière de données. Les lignes directrices contiennent des conseils et des modèles faciles à suivre. Toutes les actions relatives à la responsabilité en matière de données sont aussi importantes les unes que les autres. Nous en examinerons 3 en particulier, qui sont essentielles à la redevabilité collective. L'évaluation de l'impact des données permet d'identifier et d'atténuer les risques et les avantages d'une activité spécifique de gestion des données. Il s'agit d'un moyen proactif d'anticiper les dommages potentiels et d'adapter une activité à l'avance pour atténuer ces risques. Concevoir en tenant compte de la responsabilité des données signifie réfléchir aux grands principes directeurs lors de la conception d'un projet, afin d'inclure des considérations sur la responsabilité des données lors de la mise en place d'un projet. Il est beaucoup plus difficile d'adapter la responsabilité des données une fois qu'un projet est établi. Dans la pratique, cela inclut le respect de la vie privée dans la conception et les techniques de minimisation des données afin de promouvoir une approche cohérente et responsable de la gestion des données. Les accords de partage des données sont également essentiels car ils définissent les conditions d'un partage responsable des données. Ils sont particulièrement importants lors du partage des données personnelles ou sensibles, car l'accord décrit les mesures qui doivent être mises en place pour minimiser le risque encouru par les personnes interrogées. Dans les lignes directrices OCHA, vous trouverez des instructions étape par étape sur la manière d'élaborer ces accords, sur les personnes à impliquer, ainsi que des modèles que vous pouvez à votre contexte. Maintenant, nous aimerons vous donner la parole et entendre parler de vos expériences en matière de soutien à l'AP. Ou si vous ne l'avez pas fait, quels sont, selon vous, les obstacles qui vous ont empêché de le faire? Je pense que notre collègue Philémon est là et il a déjà gentiment accepté l'invitation à partager ses expériences. Alors, Philémon, nous allons jouer avec vous. La parole est à vous. Merci beaucoup. Merci Pedro. Bonsoir à tous. Bonjour Mano. Bonsoir Mano. Voilà, juste une petite expérience que j'aimerais vous partager, c'est au niveau du Niger. Vous l'avez déjà mentionné lors de la présentation.
nous avons d'abord essayé d'intégrer le 4W ou 5W de AAP dans la matrice de OCHA 5W, ce qui nous facilite non seulement la lutte ou la diminution de la fatigue des communautés ou de nos acteurs humanitaires qui remplissent ou qui renseignent la matrice. Ils le font une fois et nous avons les informations complètes qui sont là. La formation que j'ai reçue au Dakar dans l'équipe de AMO m'a également édifié en termes de comprendre d'abord quel est le rôle des AMO en termes de soutien à AAP. Ici, je souligne spécifiquement l'élaboration, le développement des indicateurs en lien avec la AMO, mais aussi c'est dans la cartographie des activités que nous menons souvent sur terrain, parce que quelquefois, il y a des textes qui deviennent tellement lourds et puis, quand c'est partagé, c'est tellement difficile à interpréter, mais grâce à cette expertise des AMO, ça nous permet de visualiser de manière tellement succincte et voir qu'est-ce qui est plus-value, qu'est-ce qui est, c'est-à-dire dans un temps tellement court, quitte à ce que ça me permette de voir l'information la plus importante. Quelque chose que j'aimerais ici revenir, un point sur laquelle j'aimerais revenir, c'est la question d'élaboration d'indicateurs. Souvent, c'est un des principaux problèmes que nous faisons face. Souvent, on fait des évaluations, mais quelquefois, nous ne voyons pas où nous allons et qu'est-ce que nous pouvons nous attendre, surtout en termes d'indicateurs d'impact ou de résultats, ce qui devient un problème tellement sérieux. Ensuite, grâce à l'appui de nos collègues qui sont qui sont chargés de la responsabilité des données, nous sommes en train de développer, comment dirais-je, on appelle normes opérationnelles standards SOP, sur le partage des informations, le partage des feedbacks, ce qui va nous permettre plutôt de légitimer, mais également de protéger les feedbacks qui sont partagés par les communautés, mais aussi protéger les communautés qui partagent ces informations. Nous sommes en phase de finalisation. Nous espérons que ça va non seulement augmenter la confiance de nos acteurs qui voulaient partager les feedbacks, mais qui avaient peur que ces informations puissent fuiter d'un moment à l'autre. Mais aussi, ça va nous permettre d'avoir une banque de données qui nous permettra plutôt de faire une analyse et des recommandations à l'endroit de l'équipe intersecteur, mais aussi de l'équipe humanitaire pays, HCT, pour que quand même puisse prendre des décisions informées, mais aussi permettre plutôt à nos collègues acteurs qui sont opérationnels sur le terrain de pouvoir prendre des mesures correctives au fur du temps progressivement. Parce que quelquefois, il y a des problèmes qu'on rencontre dans une zone, mais malheureusement, si ce n'est pas encore arrivé dans ton organisation, tu restes ignorant. Mais quand c'est partagé au sein du groupe de travail, par exemple, ça permet plutôt d'anticiper sur ce problème qui existe déjà. Voilà, de manière tellement bref, ce que je peux parler de l'avantage qu'actuellement nous sommes en train de tirer de l'expertise en lien avec la gestion de l'information. À vous, Pedro. Merci beaucoup, Philemon, ça c'est super. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager ses expériences aussi? Et j'en profite pour lire à voix haute quelques commentaires qui sont arrivés au cours de votre présentation, Pedro. Nous avions un commentaire qui mettait en lumière le fait que le service 321 au Burkina Faso permettait aux populations de remonter les plaintes via un téléphone mobile. Donc ça, c'était pour la partie GSMA. Et nous avons eu une question qui nous demandait, est-ce que vous auriez des expériences où quelques indicateurs AAP sont suivis à travers le 5W? Je pense que Sandra, peut-être. Oui, bonsoir. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, Pedro, Manon. Je pense que Guillaume peut-être voulait éclaircir un peu. Tout à fait, tout à fait. Déjà, merci beaucoup pour cette opportunité qui nous permet aussi de voir ce qui s'est fait ailleurs et qu'est-ce que nous pouvons bien évidemment dupliquer ici. Mais il faut effectivement reconnaître qu'au Burkina, il y a pas mal d'initiatives en la matière. Deux initiatives que je vais évoquer avant d'approfondir ou
clarifier ma pensée par rapport aux 5W. Ici, au Burkina, l'une des expériences assez enrichissantes, c'était d'avoir une cartographie, par exemple, des mécanismes de plainte. On s'était rendu compte que dans l'opération, chaque organisation mettait en place son mécanisme au point où on était arrivé à trouver des mécanismes à moins de 5 mètres l'un de l'autre, les projets finissant et on ne savait pas trop quoi en faire. Et tout ça contribuait à créer une confusion totale pour la communauté affectée. Donc, en faisant cette cartographie des mécanismes de plainte, ça permettait déjà de visualiser ce qui existait et surtout d'encourager les partenaires d'aller vers la mutualisation lorsque c'est possible, au lieu d'en créer à chaque fois, peut-être renforcer les mécanismes existants et donc ne pas dupliquer les mécanismes au risque même de créer la confusion auprès des communautés. Et ça, c'est une expérience quand même qui a été assez encourageante. Mais malheureusement, les mécanismes pour la plupart des partenaires sont projets dépendants. Donc, les projets, pour certains, sont arrivés à terme et c'est quelque chose que nous envisageons encore, nous pensons pouvoir poursuivre. Deuxième exemple, on a évoqué les enquêtes de perception des communautés affectées. Et cette année, par exemple, on a pu aussi innover à travers le groupe de travail et certains clusters comme le cluster WASP, de faire les sondages organisationnels de livabilité. Cette fois-ci, de voir au sein des communautés comment est-ce que, au sein des organisations, qu'est-ce qui est mis en place pour pouvoir prendre en compte donc cette thématique-là et contribuer à son opérationnalisation. Parce qu'on fait déjà, on sait capturer la perception des communautés, mais ce n'est pas toujours sous l'angle des organisations elles-mêmes quelle est la pratique en la matière. Par moment, on n'a pas toujours la visibilité. Maintenant, pour revenir et pour terminer aussi, sur les 5W, on s'est dit que ça peut être redondant ou même lassant pour les partenaires de les solliciter plusieurs fois pour les mêmes demandes d'information. Comment donc faire à travers les cycles de rapportage existants pour arriver à collecter des informations qui vont nous permettre d'avoir une meilleure perception des tendances de façon régulière sans toutefois donc multiplier les demandes d'information. Il se trouve aussi que les 5W existants, pour beaucoup de clusters, c'est déjà beaucoup de choses qu'on demande et ce n'est pas toujours évident d'ajouter des indicateurs additionnels. Donc, en posant la question, c'était de voir est-ce que dans d'autres contextes, ça s'est passé facilement, est-ce que les rapportages, ça se passe bien? Auquel cas, en tout cas, c'est une piste sur laquelle nous, on voudrait aussi s'engager pour pouvoir avoir des tendances et suivre de façon à une périodicité plus régulière quelques indicateurs à appeler. Voilà, en fait, ma pensée. Mais tout ça, Sandra peut-être pourra aussi me compléter au besoin. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette intervention très pertinente. Et je crois que la réponse, encore une fois, ça va venir, que ça dépend du contexte. Mais ici, je crois que dans la présentation de Pedro, on a vu un exemple au Sud-Soudan. Et puis aussi, et là, je vais parler sous le contrôle de Philémon, on a eu aussi un exemple au Niger. Maintenant, on peut peut-être approcher cette question-là sous deux angles différents, parce que je crois que dans les deux pays suscités, il y a eu des formulaires qui ont été créés spécifiquement pour l'AAP et que donc les organisations membres de clusters allaient remplir. Donc ça, c'est une approche. À côté de cela, il y a aussi et je sais que Guillaume et moi, on avait eu cette conversation pour le cas du Burkina par le passé, c'est de faire une revue des questions qui existent déjà dans les 5W qui sont utilisées par les clusters,
parce que normalement, il devrait y avoir déjà des questions sur l'AAP. C'est juste que peut-être qu'elles sont formulées d'une manière différente. Et donc, c'est de voir ces questions et de pouvoir parler au sein du groupe de travail s'il existe dans le pays pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut ajouter des questions ou reformuler certaines questions pour ne pas que ça pèse, comme tu disais, Guillaume, pour ne pas que ça pèse trop sur les organisations qui vont remplir ces 5 W-là. C'est ça que je peux avancer ici et je pense que peut-être Philémon va pouvoir compléter aussi. Mais c'est vraiment un travail qui, s'il est fait et s'il est bien fait, pourra servir, comme tu dis, à augmenter la périodicité, ce qui est un problème dans beaucoup d'opérations humanitaires. La périodicité de collecte et d'analyse des données sur la redevabilité, qui souvent se fait une seule fois par an avec les enquêtes de perception ou bien les enquêtes multisectorielles. C'est tout pour moi. Je vous remercie et je rends la parole à Manon. Merci. Merci beaucoup, Sandra, pour ces précisions très claires. Et je vois que Philémon a la main levée. Je vous en prie, Philémon, la parole est à vous. Merci beaucoup. C'est juste un petit complément de clarification sur la manière dont nous avons procédé pour pouvoir arriver à une matrice intégrée, si je peux l'appeler ainsi. Au départ, on faisait 2 matrices un peu différentes, c'est-à-dire il y avait une matrice propre à AAP, si je peux l'appeler ainsi, et du coup, les clusters sont revenus tous, si je peux dire quasiment tous, sont revenus vers le groupe de travail redevabilité pour se plaindre comme quoi il y a trop de travail parce que c'est trop demandant, on a plusieurs matrices à remplir et ça fatigue quelquefois parce qu'il y avait des acteurs qui se plaignaient comme quoi ils avaient rempli, il faut encore remplir, il y a les mêmes questions qui se répètent. Et du coup, on est assis ensemble avec tous les clusters, les coordinateurs de clusters. On s'est dit, alors, comment est-ce qu'on peut procéder? Je me rappelle, il y a le cluster rouge qui prenait le devant parce que c'est lui qui faisait face à un problème de plainte des acteurs. Et puis, on s'est assis ensemble avec l'unité gestion de l'information au niveau de OCHA. On s'est dit, alors, comment est-ce qu'on peut faire? On a revu toutes les questions en lien avec l'AAP qui sont souvent intégrées au niveau des clusters. On s'est dit, alors, dédions juste une partie spécifique AAP qui va intégrer toutes ces questions qui allaient être posées au niveau de différents clusters, qui devient au moins transversal. Et ça nous permet non seulement de voir le niveau d'intégration de la redevabilité dans différentes opérations, mais aussi de comprendre exactement quel est le gap, par où faut-il commencer pour pouvoir accompagner les organisations tant nationales ou internationales, pourquoi pas les agences des Nations Unies, parce qu'il y a aussi les partenaires coopérants ou les partenaires d'implémentation qui sont sur le terrain, qui ont besoin d'être renforcés. Voilà, c'est ça, cette manière que nous avons procédé. Et finalement, on a lancé pour la première fois, on a eu des résultats. Et puis, nous, côté redevabilité, nous avons extrait nos données. Nos amis de AM nous ont aidés à extraire les données AAP et nous avons présenté notre matrice. Nous avons fait notre cartographie, visualisation spécifique pour AAP. Et le reste, les gestionnaires d'information ont fait juste de manière tellement globale. Mais quand même, de notre côté, nous pouvons publier notre cartographie qui est bien fait, si je peux l'appeler ainsi, quitte à ce que tout le monde peut se retrouver. Et puis, en même temps, les clusters, en même temps, peuvent s'identifier là-dedans. Voilà, c'est ça ce que nous avons fait. Ça, c'est vrai. L'essentiel, c'est qu'on se mette ensemble et puis on essaie de trouver un terrain d'entente sur les questions clés qu'il faut toujours intégrer. Et surtout, cela ne signifie pas que c'est terminé parce qu'au niveau de chaque cluster, il y a des évaluations qui sont faites, qui viennent compléter ce qui est déjà dans la matrice. Mais aussi, au niveau du groupe de travail, nous avons notre, comment dirais-je, régularité en termes d'évaluation qui sont menées collectivement sur terrain ou juste des appuis que nous donnons
auprès de nos collègues qui puissent dire, par exemple, ils disent, nous voulons effectuer une évaluation dans une telle région, nous avons évalué, nous avons élaboré un questionnaire, est-ce que vous pouvez nous aider? Dans ce cas-là, nous nous rassurons qu'il y a au niveau des clusters comme au niveau des autres acteurs, il n'y a pas un autre acteur qui va faire la même évaluation dans cette zone. Comme ça, on intègre toutes les questions qui intéresseraient les uns les autres, quitte à ce qu'à la publication du rapport, chacun trouve son compte, peut l'utiliser comme données primaires, pourquoi pas secondaires plus tard, s'ils en auront besoin d'exploiter ce qui est disponible ou les besoins exprimés par les communautés ou les perceptions au niveau d'une zone X ou Y. Voilà la manière dont nous avons procédé. À vous, Pedro. Merci beaucoup. Il est important de mentionner aussi que Sandra travaille avec moi au sein de l'équipe AAP à Genève et a gentiment accepté de me soutenir dans cette session en français. Merci beaucoup, Sandra. Donc, merci beaucoup d'avoir été indulgent avec nous jusqu'à présent. Nous aimerions donner la parole à vos questions, suggestions ou commentaires aussi. Et nous vous enverrons également ici les détails du service d'assistance sur la responsabilité et inclusion de l'IASC, où vous pouvez poser des questions et demander de l'aide chaque fois que vous en avez besoin. Donc, Manon, la parole est à vous pour faciliter les sessions de questions. Merci. Merci beaucoup, Pedro. Sans plus attendre, nous avons une question de Karim. Merci bien. En fait, je vois que vous avez dans l'AAP, on prend en compte en fait l'inclusion. Voilà, et l'inclusion, je pense qu'on fait référence plus au handicap. Maintenant, j'aimerais savoir en fait quels sont les outils que vous utilisez dans ce sens en fait pour prendre en compte le handicap. Karim, merci beaucoup pour la question. Je vais essayer d'apporter des éléments et puis Pedro pourra compléter. Donc, tout d'abord, il faut dire que l'inclusion, ça comprend pas, c'est pas seulement le handicap, mais ça comprend aussi le genre. Donc, les femmes, les filles, les garçons, les hommes, les personnes vivant avec un handicap naturellement, et puis l'âge. On se rend compte dans beaucoup de réponses humanitaires que si vous prenez par exemple une femme âgée et vivant avec un handicap, elles sont pratiquement invisibles dans les réponses. Et maintenant, on se souviendra aussi que le but principal de cette redevabilité que nous avons envers ces personnes affectées, c'est de pouvoir leur donner la parole afin que cette parole-là puisse guider la programmation humanitaire et aussi que nous puissions adapter notre programmation par rapport à ce que ces personnes nous auront dit, par rapport à leurs besoins spécifiques dans toute leur diversité. Il s'agit effectivement de ne laisser personne en marge quand on fait des programmes humanitaires. Donc, quand on va aller sur le terrain, par exemple, pour faire les PDM, quand on va aller pour faire les enquêtes de perception, quand on va aller pour faire les consultations avec les communautés, quand on va partager les informations avec les communautés, il faut que l'on s'assure que les canaux qu'on utilise, que l'on met à la disposition des communautés, dans un premier temps, pour leur partager l'information, que ça prenne en compte le handicap. Donc, par exemple, si on sait qu'on a une communauté là où il y a beaucoup de personnes qui sont non-voyantes, on va s'assurer qu'on met en place des mécanismes qui leur permettent de contribuer aussi afin que l'on réponde à leurs besoins. Comment savoir? C'est d'aller leur demander. Donc, dans toutes les enquêtes que l'on fait, on doit s'assurer qu'il y a des questions propres à ces personnes-là, les non-voyants, les non-entendants. Il faut qu'on s'assure aussi que, par exemple, la réponse puisse aller vers les personnes. L'accès humanitaire, c'est que l'assistance humanitaire aille vers les personnes, mais que les personnes aussi peuvent se rendre au niveau de là où l'assistance est fournie. Et donc, si on a des personnes qui vivent avec un handicap, de s'assurer que l'assistance puisse aller vers elles et qu'elle puisse nous donner des réponses. Si on a des personnes avec d'un certain âge aussi, que l'on s'assure de cela. Donc, en termes de handicap, je pense que c'est ces outils-là, mais l'idée principale vraiment, c'est de pouvoir intégrer la voix des communautés
afin que cette voix-là, dans toute leur diversité, j'ajoute, afin que ça guide la manière dont on leur fournit l'assistance. Et je sais que Humanité et Inclusion fait beaucoup de travail dans ce sens-là et qu'ils ont aussi beaucoup d'outils qui peuvent nous être utiles. Merci beaucoup, Sandra. Ça m'a notamment fait penser au Washington Group on Disability Statistics. Donc, c'est un set de questions que je viens de vous partager à travers le chat. Karim, est-ce que vous souhaitez qu'on apporte d'autres éléments de réponse? Si c'est le cas, pourriez-vous reformuler précisément votre question, que je puisse la traduire pour Pedro, s'il vous plaît? Je suis satisfait parce que, en fait, voilà, c'est l'outil que vous avez partagé, en fait, le Washington Group est un outil que nous utilisons au niveau de Humanité et Inclusion. Voilà, donc, en tout cas, c'est pour dire qu'au niveau de l'AAP, souvent, nous avons ces difficultés-là avec les outils, comment en fait arriver même à avoir le point de vue des personnes handicapées, mais je suis en fait rassuré par rapport à l'intervention de Sandra, en fait, qui m'a rassuré que c'est des aspects qui sont pris en compte. Je pense que moi, à mon niveau, je suis satisfait pour l'ensemble des observations que vous avez données. Merci bien. Merci beaucoup, Karim. Je vois que Philémon a levé sa main. Peut-être que c'est pour une contribution par rapport à la réponse de Karim. Oui, merci beaucoup. Juste une minute. C'est pour partager avec notre collègue nous ce que nous faisons pour pouvoir, comment dirais-je, intégrer de manière un peu spécifique la question d'inclusion. Nous nous rassurons, nous sommes quelquefois, nous n'avons pas assez d'expertise en la matière en tant que redevabilité, en tant que telle, en termes d'inclusion, mais nous avons plutôt opté d'organiser, on a commencé, nous espérons continuer, organiser juste une petite rencontre des thématiques transversaux, au moins une fois le trimestre, quitte à ce que, je vais mentionner ceux qui sont chargés, l'expert en genre, l'expert en protection, l'expert en PSC, l'expert dans l'inclusion des personnes handicapées. Comme ça, nous nous mettons ensemble, nous essayons de nous édifier, de nous renforcer les uns les autres. Et surtout, quand il s'agit d'une activité quelconque que nous voulons mener, nous rassurer exactement ce que Sandra a mentionné, les questions de toutes les catégories de la communauté sont intégrées et leurs points de vue seront pris en compte. Et également, même dans l'analyse des données, nous nous rassurons qu'exactement leurs points de vue ressortent et transparaissent dans cette analyse. C'est ça, c'est juste cette manière dont nous avons procédé, parce que nous sommes conscients que quelquefois, nous n'avons pas assez d'expertise, mais quand même, en nous rencontrant au moins une fois le trimestre, ça nous permet de voir dans quelle mesure nous pouvons nous entraider les uns les autres. Merci à vous, Manon. Merci beaucoup, Philémon. Avant de terminer, je redonne très rapidement la parole à Pedro. Merci beaucoup, Manon. Merci beaucoup, Philémon, Sandra, et merci beaucoup à tous. Un grand merci à l'équipe du comité permanent interagence et à la task force sur la redevabilité envers les populations affectées, et à vous, chers participants, pour avoir enrichi ce webinaire de vos expériences et de vos retours, ou à vous qui venez de regarder l'enregistrement. Nous vous invitons à conserver les contacts partagés lors de ce webinaire et à envoyer un email aux adresses indiquées si vous avez des questions. Merci beaucoup.